résumer en une phrase la situation. Oui, vas-y, vas-y. Parce que ces derniers temps, ces dernières semaines, on a appris qu'il y a des convois qui ont été attaqués. Des convois qui empruntent le corridor Lomé-Ouaga, en tout cas le corridor par le Burkina Faso pour aller au Niger. Et il y a eu deux ou trois euh, chauffeurs qui ont été tués dans cette attaque. Ici, ce projet. Ok. Donc, le syndicat des transporteurs nigériens a sorti un communiqué pour déplorer la situation et a demandé aux autorités nigériennes de revoir leur position par rapport à la fermeture des frontières. Donc, ça, c'est par rapport à ça qu'on discute, mais c'est aller dans les questions géopolitiques, tout ça. Oui. Donc, c'est ça en gros. Non, ça ne peut. Écoute, Jules, merci déjà pour la contextualisation du sujet, mais ça ne peut qu'aller dans les considérations géopolitiques parce que la question du terreau, c'est une question éminemment géopolitique. On ne peut pas traiter ça comme en fait une simple problématique de politique interne, inter-État. Tu rappelles qu'il y a eu des attaques comme tous les jours dans ces pays ou les pays qui sont dans cette zone-là, qui est, je vais dire, la zone ouest africaine qui est malheureusement frappée par le terrorisme. On va pas faire la genèse encore de la cause de cette problématique. Nous la connaissons tous, mais je veux juste rappeler que dernièrement, nous avons vu un média du Bénin que je peux citer énormément. Je peux même montrer l'article. Donc, c'est avec des preuves. Donc, un média dont la ligne éditoriale, c'est de défendre les actions du gouvernement et qui nous révèle qu'il y a des concitoyens, d'accord, béninois, Zim, qui à qui des personnes, des terreaux clairement, faut le dire, ont contacté pour des services d'approvisionnement en matière de carburation, et ces personnes-là ont eu la capacité de pouvoir témoigner que comment est-ce qu'ils savent que c'est des terreaux, eh bien parce que lorsqu'ils vont à leur rencontre pour pouvoir livrer ce qu'on leur demande de livrer, eh bien ils voyaient que c'est des personnes qui sont armées et que eux en fait ils ne voyaient pas le danger parce que eux ils sont payés pour ça et qu'ils font tout simplement le travail qu'on leur a demandé. Vous n'avez pas eu l'information? Personne n'a eu l'information ici? Personne n'a entendu? Moi j'ai lu aussi, oui. Oui, c'est... Ok, bon, donc, figure-toi, Jules, qu'il y a quelques mois, il y a eu quand même des dénonciations par rapport au fait que nous avons quand même déjà des entités, est-ce que je veux parler d'entités, mais en tout cas que la situation n'est plus uniquement restreinte à la zone frontalière. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et quand, par exemple, nous écoutons le porte-parole, quand il dit que ils ont l'information selon laquelle il y a des entités qui sont installées au Bénin et qui ont pour but de pouvoir déstabiliser le Bénin, c'est bien. Moi, je l'entends, mais nous voulons qu'ils puissent aller plus loin en normant clairement ces entités-là et en donnant les noms. Il faut pas faire justement des allégations ou des accusations fantaisistes comme ça, en caricaturant par exemple un camp parce que ce camp-là n'est pas d'accord avec les politiques bêtes qui sont mises en place. Et donc quand tu entends après que nous avons de nos concitoyens, compatriotes, pour des raisons de famine, clairement, parce que qu'est-ce qui peut prouver en Zem? On connaît le pouvoir d'achat et la situation, le contexte économique au Bénin. Je fais pas une fixation sur le Bénin, mais je veux dire dans notre environnement africain, nous avons beaucoup plus des gens qui sont démunis que des gens qui arrivent à s'en sortir. Donc on comprend le contexte là qui est difficile. Donc les gens, les pères de famille, les mères, etc., les jeunes essayent de s'en sortir comme ils peuvent, mais c'est pas une raison, c'est pas une justification de dire que en fait au nom de la famine ou de la précarité, des gens puissent prendre des décisions qui compromettent non seulement eux-mêmes leur paix et leur stabilité, mais aussi mettre en danger le pays. Mais tout ça, c'est
nous comprenons maintenant quand nos voisins d'en face, je parlais même du général Tchani, quand il faisait des dénonciations en disant que nous avons l'information selon laquelle nous avons des gens qui sont déjà à l'intérieur et qui, d'une manière ou d'une autre, de par leurs actions, font le lit, d'accord, à ce problème-là. Mais les gens ont crié, ont dit, ouais, c'est la propagande, ce n'est pas possible. Et vous avez des autorités au Bénin qui ont affirmé que, si c'était le cas, qu'ils peuvent rassurer que sur le territoire, enfin, à l'intérieur du territoire, qu'il n'y a pas un début de commencement comment je vais dire ça, un début de commencement on va dire, de noyau de ce phénomène-là qui est en train d'émerger. Mais quand vous entendez que vous avez déjà nos compatriotes ZEM qui sert de livraison, d'accord, pour ces gens-là, vous vous posez des questions. Vous comprenez que il y a quelques mois, lorsque les gens faisaient des dénonciations en disant que il y a déjà à l'intérieur, ce n'est même plus à la zone frontalière, ça veut dire qu'ils ont raison. Mais il y a quelques mois, on disait qu'ils ont tort, on les traitait de tous les noms, qui sont des menteurs, etc. Et toutes les personnes qui prennent position pour faire des alertes. Parce que lorsque ces gens le font, ce n'est pas pour être alarmiste. Ce n'est pas pour créer la psychose. Au contraire, c'est pour anticiper. C'est pour prévenir tôt, pour que les autorités puissent prendre les responsabilités qu'ils doivent prendre pour pouvoir assurer l'intégrité territoriale du pays, mais aussi la sécurité, la protection des gens qui y vivent. Bon, parce que les gens sont planqués dans les buildings, à la marina, dans les ministères, etc. Ils sont au sud, dans leur maison. Ils ne se sentent pas forcément touchés, ils ne se sentent pas forcément intéressés par le Béninois lambda qui vit un peu dans les quartiers, à l'intérieur du pays, etc., qui sont beaucoup plus exposés, d'accord, à cette problématique-là que d'autres personnes qui sont à l'abri. Donc, vous voyez, ça c'est la problématique. Mais à chaque fois que nous voulons parler de la situation, de la crise qu'il y a entre mon pays, notre pays, le Bénin, et nos frères voisins du Niger, si nous nous attaquons uniquement à la conséquence, en analysant la conséquence uniquement, donc les conséquences qu'on a, ces conséquences qui sont relèvent du fait que nos relations sont tendues actuellement, mais ça veut dire que nous faisons économie de vérité. D'abord, c'est d'une malhonnêteté qui dépasse l'entendement parce que à aucun moment, ces gens-là n'ont demandé à ce qu'on puisse prendre la décision. Je pense que c'est important de le rappeler un tout petit peu, qu'on puisse en fait les envahir militairement et de pouvoir intervenir. À partir du moment où nous avons été dans cette posture-là par le passé, c'est à nous de devoir faire preuve on va dire, d'humilité, de diplomatie. Et en le faisant, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Au contraire, celui qui fait preuve d'humilité ne veut pas dire que la personne est un faible. Parce que le narratif qui a été sorti, c'est de dire que non, nous sommes un pays souverain, etc. Est-ce que être un pays souverain veut dire que être égoïste ou bomber le torse? Actuellement, on en est où? Quand on lançait les cris d'alerte, on tirait les sonnettes, on disait mettez la balle à terre. Oui, moi en arrière, mettez la balle à terre. Allez-y. C'est vous qui devez prendre le devant. On a laissé tous les moments où toutes les étapes où on devait faire cette démarche. Quand la situation s'est endurcie maintenant, c'est maintenant qu'on veut faire le mea culpa. Malheureusement, mais essayons d'inverser un peu le rôle. Toutes les personnes qui se revendiquent aimer le Bénin, essayons d'inverser un peu les rôles pour voir comment est-ce que, si c'était nous, comment est-ce qu'on allait réagir. Si par exemple, il y avait cette situation-là qui avait atteint ce niveau au Bénin et que la CEDEAO prenait la décision avec les pays actuels qui sont sortis de la CEDEAO, au moment où ils étaient encore dans la CEDEAO, et que le Niger décide, le président du Niger de l'époque décide, le président du Mali de l'époque, etc., décide qu'ils allaient intervenir militairement. Tous les Béninois aujourd'hui qui, pour des raisons de jalousie, pour la plupart qui ne sont même pas ici, d'accord, pour des raisons de jalousie et de haine envers les dirigeants actuels qui incarnent une certaine, on va dire, un certain décomplexe et une certaine autodétermination par rapport à leur pays, quelle serait leur réaction? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. C'est les premiers à dire non, mais ils peuvent pas faire ça, c'est fini, mais le Niger est devenu un ennemi. Mais aujourd'hui,
Il y a quelques mois, nous, on a décidé d'en découdre avec ces gens, mais vous avez des ressortissants de ces pays qui trouvent que, en fait, notre position, elle est justifiée et que, en fait, les autres ont tellement tort. Donc, vous voulez, comment je vais dire, vous voulez que nous puissions trouver une issue, c'est trop tard par rapport à cette situation. Malheureusement, en matière de gestion et en matière d'administration de l'État, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Lorsque vous ratez le timing nécessaire pour pouvoir intervenir, maintenant, il faut être responsable et il faut assumer. Donc, de quoi on parle? L'impasse géopolitique, elle est déjà là. Les solutions sont carrément impossibles. Il faut qu'on se parle franchement, parce que de chaque côté, le drap a été déjà trop tiré de chaque côté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien faire. Il faut absolument rien faire. Donc, chacun essaye justement de, comment je vais dire ça, de continuer de son côté et d'assumer et d'essayer de trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir combler le gap et les conséquences économiques et aussi sécuritaires que cette impasse géopolitique et ces manques en fait d'intelligence géopolitique surtout, ce manque d'amour pour le pays, ce manque de patriotisme, de devoir prendre les décisions en temps et en heure à ce moment-là, il faut assumer. Et puis que ce soit du côté du Niger ou que ce soit du côté du Bénin, les conséquences vont dans tous les sens, dans les deux sens, et il faut assumer. Ok. Donc, moi, c'est ce que je pense à dire. Merci beaucoup, Jules, pour cette occasion que tu donnes de pouvoir opiner. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bénin Dynamique. Bénin Dynamique, ouvrez votre micro. Oui, j'ai ouvert mon micro. Ok, allez-y, on vous écoute. Ouais. Bonsoir Biafrica, bonsoir à tous. Merci de toujours discuter des sujets de notre pays et de m'accorder la parole. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais je pense que ça serait peut-être sur un autre débat. Quand on parlera de politique interne, on pourra peut-être exprimer chacun notre adhésion au régime en place ou notre aversion, notre haine. Ça serait pratique dans ce contexte-là. Mais dans un contexte où nous parlons de relations entre deux États, entre deux pays, d'accord, et d'un différend qui est entre deux pays où les conséquences impactent très peu les dirigeants, d'accord, qui sont les vrais décideurs, mais que les conséquences sont plus sur les peuples. Je pense qu'on doit faire un peu d'humanisme et savoir tenir des propos constructifs. Ce n'est pas le lieu. Je sais que des gens ont une haine envers le président de la République ou une aversion envers son régime ou envers sa politique. Mais ce n'est pas à toutes les occasions qu'il faut le sortir. Ce n'est pas à toutes les occasions et ce n'est même pas nécessaire. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et je pense que les panels politiques, surtout par rapport au Bénin, il n'y en a pas autant que ça sur lesquels tout le monde peut s'exprimer, sur lesquels tout le monde se retrouve. Donc je pense qu'il y a des dirigeants ou des instances ou des officines, comme le disent certains, qui nous écoutent et qui observent la situation et qui se renseignent aussi à travers les panels. Aujourd'hui, on essaie de justifier les situations partout, ou bien on essaie de justifier sa position avec tout et n'importe quoi, en particulier avec la France. Et je sais que les gens, au fond d'eux, savent sincèrement et honnêtement que la France n'a rien à voir, d'accord, entre le conflit qui est entre le Bénin et le Niger actuellement, ou on va dire le conflit qui est entre les autorités du Bénin et le Niger. Les décisions qu'ils ont prises, ce sont des décisions propres à eux par rapport aux relations qu'il y avait, aux relations économiques et sociales qu'il y avait, en particulier les relations qu'il y avait entre le président de la République et le président le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, et le président du Niger, Bazoum d'alors. On sait que c'est cela même le cœur, d'accord, et c'est la qualité de la relation qu'il y a entre ces deux dirigeants-là qui justifie déjà
la réaction de notre président de la République. Mais si on va aller sur ces explications-là, on va commencer par chercher à savoir ce qui a eu en premier, si c'est l'œuf ou si c'est la poule. Parce qu'on va nous dire, surtout ceux qui défendent, d'accord, l'unité africaine vont nous dire qu'on n'a pas à se mêler des affaires de notre pays, on n'a pas à se mêler du braquage qu'il y a chez notre voisin. Mais bon, tel n'est pas le point. La messe est dite et la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. On peut situer les responsabilités et on peut les discuter longuement, de long en large, et chacun va défendre sa position. Mais maintenant que des formes d'excuses ont été présentées, venant de républicains ou de démocrates, maintenant que des propositions d'accord ou de travail ou même de contrôle de la situation sécuritaire de notre pays ont été proposées, et que la main reste tendue, et que une certaine partie des relations diplomatiques ont été établies, et que les mêmes personnes ou bien les mêmes pays qui ont tenu les mêmes positions que notre pays, d'accord, ont réussi à rétablir une certaine relation. Parce que même au-delà du fait qu'on dise que le Nigeria ou bien le président du Nigeria n'a pas tenu des propos disant que l'ordre constitutionnel va être rétabli, peu importe le prix, d'accord? Mais le Nigeria a été accusé d'abriter des bases où on forme des terroristes, ou de ne rien faire pour lutter contre les terroristes qui viendraient attaquer, ou même d'être accusé de connivence avec la France, d'avoir des agents de la DGSE qui viendraient au Nigeria pour se renseigner ou bien pour accompagner les forces militaires du Nigeria. Eux aussi, ils ont été accusés de tout cela. Bon, peut-être que les frontières avec le Nigeria ne peuvent pas être fermées au vu de la largeur de cette frontière ou au vu du mélange des relations, parce que nous, on dit que notre frontière est fermée, mais elle est fermée au niveau d'un pont. C'est peut-être beaucoup plus facile. Et malgré cela, des marchandises passent, puisque le fleuve du Niger est utilisé. C'est juste la situation sécuritaire, la sécurité des gens qui utilisent ces moyens de transport qui est en jeu. Mais les marchandises passent. Les voitures continuent d'être importées au Bénin et continuent de traverser le fleuve du Niger. Les marchandises continuent de passer entre le Bénin et le Niger. Même les populations continuent de passer entre le Bénin et le Niger. Et comme l'a dit, pour une fois je vais citer, comme l'a dit Madame Georgia, les coûts ont juste dupliqué, ont multiplié. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une efficacité de la fermeture de la frontière sur le plan sécuritaire. On ne peut même pas dire que cette fermeture de frontières est quelque chose qui protégerait le Niger d'une intervention militaire ou même d'attaques terroristes ou bien même du déplacement des terreaux. Non, pas du tout. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à quoi sert réellement, en fait, la fermeture de cette frontière? Ça crée une tension entre nous. Ça empêche la collaboration entre les dirigeants, entre les peuples. Ça crée juste un coût supplémentaire pour les peuples. Donc, ceux qui subissent, en fait, cette fermeture de frontières, ce sont les peuples. Et donc, lorsqu'on a eu des positions et que chacun a montré sa position, chacun a montré sa force, et qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui, il faut regarder les situations présentes et les situations qui concourent aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de ces dirigeants, ou bien les dirigeants du Bénin, ont une attitude toujours hostile vis-à-vis du Niger ou vis-à-vis des autorités du Niger? Je pense que non. Et on voit que les peuples, en tout cas les transporteurs du Niger souffrent. Ils l'ont exprimé, ce n'est pas le Bénin qui l'a exprimé, ce n'est pas la première fois que les convois se font attaquer. Et ça n'a aucun sens de passer par le Lomé, par le Togo et le Burkina Faso pour pouvoir servir, en fait, en marchandises les gens du Niger. Donc, pour le bien du peuple, nous devons donner, nous devons dire, nous devons tous faire l'effort, concourir pour aller vers la paix. Et pour la coopération de ces dirigeants-là, pour la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait encore des moyens ou des solutions de déstabiliser le régime du président Patrice Talon, venant de la part du Niger. Je ne vois pas comment, c'est impossible. Et c'est de même que je ne vois pas comment le président Patrice Talon, bien le gouvernement du Bénin, va pouvoir déstabiliser en fait le régime de Tiani au Niger. Je pense que c'est impossible. À partir de ce moment-là, chacun doit pouvoir mettre de l'eau dans son vin et agir pour le bien-être de ses peuples.
Donc, moi, j'invite chacun, d'accord, c'est vrai que chacun a des positions politiques, mais j'invite chacun à réfléchir, à s'exprimer pour le bien des peuples. Parce que c'est que cela qui compte aujourd'hui, en tout cas pour ces dirigeants. Si vraiment les gens aiment le Bénin, si vraiment les gens aiment le Niger, sauf s'ils en ont rien à faire, en fait, et qu'ils profitent de la situation du conflit pour pouvoir exprimer leur haine vis-à-vis des uns comme des autres. Mais nonobstant cela, il faut que nous pensions à comment, il faut que nous réfléchissions à comment résoudre cette situation. Parce que autrement, c'est dommageable et pour le Niger et pour le Bénin. Parce que les attaques se multiplient au Niger et se rapprochent dangereusement de la frontière du Bénin. On est pris en étau à gauche par le Burkina Faso et à droite par le Niger, et on peut voir sur la carte là où il y a les attaques. Et c'est pas bon du tout pour le Bénin. Et ce n'est même pas dans notre intérêt que la situation continue de s'aggraver. Donc, moi, je vais profiter de ce panel pour ceux qui nous entendent. Et si la frontière peut s'ouvrir au Nigeria, aujourd'hui, le Bénin ou les dirigeants du Bénin ne peuvent rien faire de mal contre le régime de Tiani. Et ce n'est même pas souhaitable maintenant que ce régime soit déstabilisé, parce que ça va rajouter un chaos de plus. Donc, allons vers la paix, allons vers la sécurité pour nos deux peuples, allons vers la sécurité de la frontière. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, rapidement. Afro-optimiste, oui. 2-3 motions par rapport à ce que mon frère Bénet Dynamique a dit. Bon, d'abord, première situation. Quand il dit que aujourd'hui, sur le panel, nul ne peut dire, ou ici, que ça soit dans les commentaires ou les gens qui nous suivent, que en fait, la situation dans laquelle nous sommes et les décisions que nos dirigeants prennent, qui sont normalement des personnes adultes et responsables et qui dirigent des États qui sont censés être souverains, n'émanent pas en fait d'une influence étrangère et énormément des autorités françaises. Ça, c'est franchement fait preuve d'un analphabétisme géopolitique qui dépasse entendement. Il le dit parce que lui, il vit en France, donc forcément, il ne peut pas avoir des positions qui iront dans le sens contraire. Excuse-moi, Béné Dynamique. Là, on parle de notre pays. Si tu décides en fait de tenir des propos parce que tu vis en France et que tu veux pas blesser le pays qui t'a donné l'hospitalité et qui te nourrit, tant mieux. D'accord, mais moi je vis au Bénin. Est-ce que parce que Georgia, Georgia aux États-Unis défend la position des Américains? Ce que tu dis n'a aucun sens. Donc, essaie un peu d'être honnête. Essaie un peu d'être honnête. Oui, mais laisse-moi finir. Qu'est-ce que tu racontes? Combien de gens vivent en France et défendent l'AES? Jusqu'à aujourd'hui, va à des arguments pertinents. Oui, mais je veux répondre. Toi, tu n'es pas allé aux arguments, mais laisse-moi répondre. Ne personnalise pas le débat, s'il te plaît. C'est ça qui est malheureux. Ne personnalise pas. C'est ça, tu as du mal parce que tu sais que c'est la vérité. Tu es obligé de m'écouter. Mais calme-toi. Mais si tu n'as pas du mal, si ça ne te gêne pas, garde ton micro fermé. Si ça ne te gêne pas, garde ton micro fermé. Si ça me gêne, j'ai le droit que ça me gêne. Bon, ok, alors parle-toi seul alors. On parle du Bénin, on parle du Bénin et du Niger. Qu'est-ce que ça a à voir que je vive en France? Qu'est-ce que ça a à voir que Georgia vive aux États-Unis? Qu'est-ce que ça a à voir que des gens vivent en France et défendent l'AES? Ça n'a aucun sens. C'est de ça qu'on vous parle. On te parle d'un sujet. Si tu dis encore que, ok, ça a à voir avec la France parce que le président français était là, parce que on a peut-être accueilli telle ou telle personne. Tu dis, parce que la personne vient en France, donc la personne défend la France. Quelle argumentation pertinente y a-t-il là? Ok, Bénet Dynamique, on va le laisser terminer et puis maintenant, si vous voulez réagir, vous pouvez prendre la parole. Maintenant, ferme ton micro, on va t'instruire, d'accord? Et ne l'ouvre pas. D'abord, tu parles de Josia qui est aux États-Unis. Tu vas inscrire tes parents. Je te rappelle juste, oui. Tes parents que tu inscris jusqu'à présent. C'est pas grave. Maintenant, ferme ton micro. D'accord? Si tu as un minimum de respect, maintenant, si tu n'as pas un minimum de respect, tu peux l'ouvrir et parler. Je ne suis pas obligé de continuer à parler. Tu dis que Georges a vu aux États-Unis. Je t'informe juste. Oula, c'est insupportable. Maintenant, ça, c'est des gens qui veulent faire des arguments pertinents. Maintenant, vous avez peur des arguments? Bon, d'abord, quelqu'un qui ne comprend pas que la question sécuritaire dans le Sahel, c'est une question géopolitique. C'est un abruti géopolitique, c'est un abruti en politique. Il n'y a pas de nom. Donc, à chaque fois quand quelqu'un vous dit que non, c'est pas en fait qu'il n'y a pas une main invisible ou qu'il n'y a pas en fait de l'influence étrangère, d'accord, qui se matérialise par en fait des situations locales,
c'est un abruti géopolitique, c'est un abruti politique. La question sécurité terreau-terreau dans le Sahel, c'est éminemment une situation géopolitique. Ça, c'est juste, en fait, la partie émergée de l'iceberg que vous voyez. Mais c'est des entités, d'accord, occidentales, via des proxys, peu importe, que ça soit du côté du Bénin ou du côté du Niger, qui matérialisent leur rapport de force par le fait que des pays comme nous allions être divisés et allions être dans une démarche de dire qu'on est en train d'être opposés. Et en étant dans cette démarche-là, nous sommes exactement, en fait, de jouer leur rôle, nous sommes exactement de faire ce à quoi ils s'attendent. Donc, dit que, en fait, après tout ce que nous entendons, les députés européens, parce que c'est ça le problème de l'Africain. Comme l'Africain, de façon générale, je vais le dire clairement comme ça, est quelqu'un qui souffre de la dissonance cognitive et qui souffre de la maladie de Stockholm, quand ses frères le disent, et comme la vérité doit sonner blanche pour être vraie, il ne le comprend pas. Mais quand vous avez des députés européens qui viennent au Parlement européen et qui attaquent toutes les chancelleries européennes, disant que c'est eux qui nourrissent le terreau dans le Sahel, vous avez des Béninois, vous avez des Africains qui vous disent que non, en fait, c'est pas eux. Donc, vous comprenez que vous avez même en face de vous des gens qui ont perdu même le bon sens, c'est-à-dire les en termes de lucidité dans l'analyse et dans la réflexion. Mais quand ils le font, il ne faut pas penser que c'est des abrutis, que c'est des bêtes au fond. Bénet Dynamique que vous voyez là, il ne faut pas penser que c'est un abruti, que c'est un bête. Mais c'est parce que sur cette question, il décide de faire de la malhonnêteté. Et il le sait très bien. Il décide de faire de la malhonnêteté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il vous dit que vous avez des gens qui tiennent des propos de haine. Lui, il passe son temps à vilipender et à tenir des propos de haine contre la personne, donc un dirigeant d'un pays comme le Burkina Faso, je veux nommer Ibé. Pourtant, la personne ne te connaît même pas, ne t'a rien fait. Mais là, maintenant, tu cries en fait au secours parce que tu penses que des gens ont de la haine, dont les gens sont obligés d'adopter en fait la même rhétorique que toi, ont de la haine contre le président Talon. Moi, je m'en fous parce que je ne le connais pas personnellement. Les questions que nous nous abordons, c'est des questions politiques. Je suis citoyen du Bénin et j'ai le droit d'opiner sur la gouvernance. Maintenant, si parce que les gens projettent sur les autres ce qu'ils se refusent eux-mêmes de s'assumer et d'assumer. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il dit que les transporteurs du Niger, souffrent parce que ils disent que c'est difficile, etc. Moi, j'ai parlé en fait à des éleveurs du Bénin. Je vous informe, là, le jeudi prochain, le jeudi ou le 7, si c'est pas le 7 juin prochain, ça va être la Tabaski. Ça va être la Tabaski. Malgré que les pays du Sahel soient à plus de 90% pour la majorité des pays islamisés, d'accord, islamisés, les éleveurs, la quantité normalement de bétail nécessaire pour pouvoir, pour que nos frères musulmans puissent fêter la Tabaski, ne leur suffit toujours pas. Et donc, ils le vendent en fait dans les pays voisins. Parce qu'en le vendant dans les pays voisins, cela leur permet en fait de faire beaucoup plus de la valeur ajoutée. À cause de la situation des frontières qui sont fermées, et rappelons que la cause, aucunement, ce ne sont pas les autres, nos frères béninois qui doivent acheter, d'accord, acheter même, ou les éleveurs qui doivent le vendre, moi j'en ai discuté avec quelques-uns la semaine dernière, se sont plaints en disant que la fermeture de la frontière a eu un impact négatif sur cette partie-là, sur ce secteur en fait. Ils l'ont dit clairement. Donc quand il dit que c'est les transporteurs du Niger en faisant une fixation, encore une fois, il veut accuser les autres, jamais reconnaître la responsabilité. Mais vous parlez de paix. Quand tu parles de paix, tu parles de solution, mais tu ne vois que les responsabilités, tu ne vois que la cause dans un seul sens. Ce n'est pas cohérent. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est sur la question des solutions. Aujourd'hui, c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens puissent crier solution. Oh oui, il faut crier solution, il faut aller à la paix. Pourtant, les gens passent leur journée à vilipender et on se dit être des Africains, on dit qu'on veut l'unité africaine, on veut défendre des pays, on veut défendre le Burkina, mais on passe les journées, en fait, à attaquer ces gens-là. Oh, c'est nous qui avions été à la base.
Nous allons le rappeler jusqu'à ce que, en fait, les gens puissent le comprendre. Aujourd'hui, nous sommes déjà à un point non-retour. Il faut oublier ces propos, en fait, d'église en disant solution. Parce que le temps des solutions est passé. Le temps des solutions est passé. Le seul temps qu'il y a là, c'est le temps de la responsabilité et de l'assumance, tout simplement. Et que ça soit du côté nigérien en particulier et du côté sahélien de façon générale, et du côté béninois, chacun assume. Chacun assume. C'est parce que les gens ne le vivent pas. Les gens ne vivent pas au Bénin. Les gens ne sont pas des secteurs d'activité qui sont impactés, donc ils ne voient pas. Ils ne voient pas les impacts, que ce soit du côté nigérien ou du côté béninois, ils ne le voient pas. Donc pour eux, tout va bien, mais tout ne va pas bien. Nous voyons tous les jours. Donc l'impasse, tu as bien mis en fait le thème, c'est l'impasse totale en fait. Bon, je peux répondre. Donc je ne sais pas si tu mesures en fait l'expression que tu as mis, Jules. L'impasse, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution. Est-ce que tu comprends en fait l'affaire? À partir de ce moment-là, il faut même arrêter que nous continuions à nourrir, vous allez répondre à nourrir en fait des débats autour d'une problématique. On sait déjà qu'on est à un point en fait de non-retour. Donc il faut passer à une autre question. Il faut passer à une autre problématique. Ok. Merci beaucoup. Juste, je vais donner la parole à Bénin Dynamique dans quelques secondes. Moi, si je me suis demandé depuis, ça fera bientôt 2 ans, est-ce que quelque part on a fait des études pour savoir l'impact de cette fermeture ou bien de cette crise-là sur l'économie béninoise? Parce que le message qu'on entend de façon générale, on dit que le Bénin est résilient. Mais est-ce qu'on a allé voir au niveau de l'économie informelle, de l'économie de base, les populations qui vivaient de ce commerce, en tout cas de tous les camions qui faisaient la liaison entre Cotonou, Boycon, Dassa, Parakou, Malanville, tout ça là, est-ce qu'on a fait des études, est-ce qu'on a des statistiques? Mais c'est sûr qu'il doit y avoir des structures au Bénin qui doivent s'en charger, qui doivent s'en charger, je ne sais pas. Ok, Bénin Dynamique, allez-y. Ok, je pense que... Merci, Monsieur Jules. Je pense que certains n'ont pas écouté et avaient emmagasiné des sujets dont ils voudraient me parler ou dont ils voudraient me rendre. Je pense que la position aujourd'hui des dirigeants est au niveau du concept d'assumance, enfin, si je peux le dire ainsi. Ce que je voudrais dire, d'accord, je vais commencer en répondant à votre dernier point, Monsieur Jules. L'impact économique sur notre pays a été terrible. L'impact économique sur notre pays a été terrible parce qu'il faut savoir que le corridor Cotonou-Manaville, c'est un corridor essentiellement réservé pour les pays de l'Interland. Ça, c'est le premier point. Le second point, on a quand même construit une autre voie, Porto-Novo, Ketou, ça vers Parakou, qui réduit considérablement le temps entre Porto-Novo et Parakou. Bon, si on quitte Cotonou, ça fait toujours 5 heures, mais qui est plutôt un investissement colossal. Et pour quelqu'un qui pratique beaucoup cette route, dont moi, qui le prend très régulièrement, au moins 3 fois par an, je vois à quel point elle est souvent vide. Donc ça, c'est l'impact économique a été énorme. Mais la résilience, c'est sur le fait qu'il y a eu des solutions de contournement. Déjà, il y avait même déjà les transports de personnes qui avaient été arrêtés, comme les transports de marchandises. Les transports de personnes ont repris. D'accord? Parce que beaucoup de gens passent par le Bénin pour pouvoir traverser, on va dire, le continent. C'est-à-dire qu'ils passent par le Bénin parce que le Bénin est le pays le plus sécurisé, le corridor le plus sécurisé. Donc, beaucoup de personnes passent par le Bénin pour descendre, arriver au niveau de la côte et parcourir, en fait, les pays côtiers. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les transports des personnes ont repris, mais après, ça ralentit au niveau du fleuve. Les personnes de marchandises ont repris, mais ça ralentit au niveau du fleuve, où on est obligé de passer par le Nigeria pour pouvoir remonter au Niger, parce que il faut savoir que le Niger, ce n'est pas que Niamey. Et quand on regarde sur la carte, on voit bien la largeur du Niger et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en passant par le Nigeria. C'est dommage. Ça a repris, mais on a fait une résilience, mais on a toujours un impact qui reste significatif pour répondre à cette question. Donc, aujourd'hui, moi, je sais que on va aller forcément vers la paix.
et on va aller forcément vers l'ouverture des frontières. Ça va arriver. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais les autorités vont faire le nécessaire parce que l'évidence va leur sauter aux yeux au bout d'un moment. Peut-être que certains se disent que c'est à la fin du mandat du président de la République. On espère, du président de la République, Patrice Talon, on espère que ça sera bien avant. Mais comme c'est ce qui s'est passé au Nigeria, où c'est avec le changement de régime et l'avènement de Tinubu qu'on a pu reprendre nos relations. D'accord, certains ont dit que nos relations n'étaient pas rétablies. Mais sur quoi les gens comptent, ou bien c'est quoi le but ou l'objectif? Donc, c'est certain que si ça ne se fait pas au temps de Patrice Talon, dès la fin du mandat de Patrice Talon, ça sera une belle occasion pour que la frontière soit réouverte. On espère que ça va se faire avant. Moi, je ne suis pas ici pour me lancer dans un débat ou dans une dispute. J'ai répondu parce que j'ai vu que Monsieur Afro était venu pour m'attaquer personnellement, alors qu'on était en train de parler, en fait, du pays. C'est pour ça que j'ai répondu. Sinon, bien sûr qu'il y a eu des responsabilités. Les responsabilités sont des deux parts. Et moi, personnellement, même si j'aurais été pour, en fait, une intervention militaire au Niger suite au braquage, j'ai dit que la position de notre président est une position où il n'a pas peut-être pensé à l'intérêt du Bénin de façon égoïste. Et il faut dire aussi qu'on se retrouvait dans une situation où on était porte-parole, je crois bien, de la CEDEAO et qu'on était en train de rétablir nos relations avec le Nigeria. C'est dommage pour notre pays parce qu'on était en train de fusionner avec le Niger. Et si on avait réfléchi à nos intérêts personnels et égoïstes, on n'aurait pas dû réagir ainsi. C'est une faute qu'on a commise parce qu'on a vu que après que la frontière a été ouverte avec tout le monde, la frontière restait fermée avec nous et que personne n'est venu à notre secours pour nous aider, en tout cas pas visible, pas visuellement. Donc les faits donnent raison au fait que notre président a eu un mauvais jugement ou a pris de mauvaises décisions. Dans la situation géopolitique, ce n'est que les faits qui comptent, ce n'est que les résultats qui comptent. Si ça se passe bien, tu as eu raison. Si ça se passe mal, tu as eu tort. Et que je rappelle encore que cela n'a quasiment aucun impact sur les dirigeants ou sur le président de la République. Et que c'est que les peuples qui souffrent. Et donc, si nos peuples souffrent, d'accord, c'est qu'on a eu tort dans certaines de nos décisions. Et que, aujourd'hui, rien ne pourra être enlevé à Patrice Talon si on essaie de convaincre ou bien de justifier qu'il a eu tort ou qu'il a eu raison. Ce qui compte, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui pour le bien des peuples, parce que la situation n'a aucun impact sur les dirigeants. Ceux qui parlent, qui disent des énormités parce qu'ils veulent faire mal ou bien parce qu'ils veulent attaquer ou bien montrer que le régime est... Ça ne change rien pour le régime. Ça lui touche une oreille sans en faire bouger une autre. Et donc, nous, sur les panels, ce que nous disons, c'est pour inciter à l'unité des peuples et pour inciter au rétablissement de la paix. Il n'y a que ça qui compte. Maintenant, on me dit que non, moi j'oublie les origines, j'oublie les... Ok, d'accord, vous avez raison, mais maintenant, on me dit que on doit rester dans une impasse et ne pas aller d'avant. Mais quand on dit qu'on doit rester dans une impasse et qu'on ne doit pas aller de l'avant, qu'on ne doit pas ouvrir les frontières, j'imagine que c'est ce qu'on veut dire, ou bien qu'il n'y a plus rien à faire. Mais on fait du mal à qui? On fait du mal à qui? Ce qui est sûr, depuis je ne sais pas combien de 2 ans, on est arrivé à l'évidence, comme je l'ai dit, que en rien, le régime du Niger ne pourra déstabiliser le régime du Bénin et vice-versa. Donc, quand on me dit qu'il faut rester dans une impasse, que c'est très bien comme ça, bon, à quoi bon? À quoi bon? Donc, je pense que c'est que ceux qui ont un discours du nouveau, de changement ou de paix qui pourront être heureux à la fin. Parce que ceux qui sont convaincus que la situation va rester dégradée ou ainsi ne pourront qu'avoir honte. Parce que la frontière va s'ouvrir. Et peut-être malheureusement ou heureusement, en tout cas on va dire, quand je dis malheureusement c'est pour dire le temps, ça sera peut-être à la fin du régime du président de la République, Patrice Talon. Mais si c'est bien avant, ben, ça serait très bien. Je pense que je vais m'arrêter là, je ne vais pas répondre sur les autres points. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais je vais peut-être dire deux petites choses là rapidement. Par rapport à la question de la résilience, quand on parle de la résilience du Bénin, mais la résilience, ça a été à quel prix? Parce que tout ce qu'on appelle la résilience au Bénin, le Bénin, pour compenser ce manque à gagner économique, est allé juste faire des emprunts. C'est pas qu'on a su créer une nouvelle économie, on a pu trouver des ressources internes pour compenser ça. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est qu'on est allé s'endetter encore plus.
Deuxième chose, quand on dit aussi que ça ne touche pas directement Patrice Talon, c'est parce qu'on n'est plus dans un système démocratique. Parce que si le peuple avait encore le droit de vote, ce gouvernement sera vraiment sanctionné lors des prochaines élections. C'est là où on aura la sanction pour voir est-ce que il a fait le bon jugement qu'on dit ici, qu'il n'a pas fait. S'il a fait un mauvais jugement, c'est normal qu'il soit sanctionné par le peuple. Aujourd'hui, est-ce que le peuple a la possibilité de sanctionner ceux qui ont pris des décisions? Donc, on reconnaît tous ici que l'impact sur les populations, on ne peut même pas mesurer. C'est dramatique. Même si on fait fi, comme on ne voit rien, personne ne s'inquiète même de ça. Donc, voilà les deux éléments. Je vais permettre à Georges de dire un petit mot et puis on va fermer le live. Hein. Je devrais arrêter depuis peut-être 2 heures de temps. Oui, mais je voudrais passer quelque chose rapidement par rapport à la situation avec les États-Unis et le Niger. Oui. Il faut pas. Je voudrais que les gens fassent la lecture suivante, que tant que les États-Unis avaient adopté une position rigide sur le plan, enfin, quand nous parlons de géopolitique, avec les pays du bloc, que je peux considérer du bloc BRICS, vous savez, et vous connaissez bien la situation de la position des États-Unis avec cette guerre en Ukraine. Ben, il ne faut pas oublier que c'est au lendemain de l'élection de Trump où Donald Trump s'est pratiquement penché en fait du côté a pesé du côté de l'Europe de l'Est et donc a rétabli systématiquement les relations avec la Russie, qu'il y a eu cette possibilité de rapprochement là. Donc ce n'est pas un rapprochement qui veut signifier que oui, il y a eu rétropédalage, où ils se sont coincés quelque part, il y a l'impasse, sont revenus en arrière, ce n'est pas ça. Il ne faut pas la lire comme ça. Donc voilà ce que je tiens en fait à souligner de façon brève. Et dire aussi que nous avons connu, normalement cette erreur, ce que nous sommes en train de connaître comme expérience avec les pays de l'AES, ça ne devrait pas arriver. Parce que nous avions déjà commis une première erreur avec le Nigeria. Notre outrecuidance nous a coupé le pont avec le Nigeria. Et c'est historique, cette affaire-là. Et ça continue. J'ai dit jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'a pas pu normaliser ses relations avec le Nigeria. Alors, donc, il se trouve maintenant que, malgré que cela est là, ça ne nous a pas servi de leçon, ça n'a pas servi de leçon à nos dirigeants, et ils viennent encore nous enfoncer dans une crise avec l'AES. En fait, c'est ça, en fait, la base du problème. Les grèves que moi, je nourris contre les dirigeants béninois se trouvent là. Et j'ai dit, ça ne me rend pas apatride, ça ne me rend pas apatride comme les gens tentent, en fait, d'en faire une récupération. Bien que je dise que je ne dois rien au Bénin, et ça, je vous le dis, en dehors de mon acte de naissance, je ne dois rien au Bénin. Je ne lui dois que mes galères. Et je vous ai dit que ça ne fait pas de moi, ça ne m'anime pas, pour autant que ça ne m'inocule pas un sentiment d'apatridie ou d'antipatriotisme. Que ça reste dans la tête, en fait, des Kélébés qui cherchent à faire de la récupération et disent n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Je peux répondre à ta question que tu as posée, Jules, sur, en fait, les impacts et les alternatives qui ont été trouvées, en fait, pour pouvoir quand même, quand tu parles de résilience. Oui. OK, parce que Bénin Dynamique a essayé de donner, mais je vais te dire exactement ce qui a été communiqué officiellement, parce que quand on parle d'échange commercial, c'est du port qu'on parle. Et quand on parle du port, pourquoi le port est le poumon de notre économie? C'est parce que le port à lui seul fait 40% du budget national, des recettes nationales. Et il faut préciser que ces pays de l'interland-là, en dehors du Mali, le Burkina et le Niger, sont nos principaux clients. D'accord? Donc, la résilience dont on parle, je t'explique comment le gouvernement l'a justifié. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement. Les Sahéliens vont avoir des marchandises qui vont arriver au port. Notre port va jouer le rôle de transit, comme nous l'avons toujours joué depuis des siècles, si je peux le dire comme ça. À cause de cette situation, des marchandises qui ont été bloquées, d'accord, au port, on vous dit que ces marchandises-là, pour la plupart, ont servi à nourrir le marché local.
Ça, c'est l'alternative qui a été trouvée. Et que, en faisant ça, ils ont pu, en fait, atteindre les pourcentages de recettes qu'ils ont l'habitude d'atteindre en situation normale, comme si, en fait, les relations fonctionnaient et que les marchandises étaient livrées à ces pays-là et que nous prenons nos quotas, nos taxes sur l'importation, sur le transport, parce qu'ils vont prendre nos voiries, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on peut dire, en fait, à des enfants de CI, parce que lorsque vous avez un minimum d'instruction, un minimum d'intelligence, vous savez que c'est impossible. Est-ce que les besoins du Niger sont les besoins du Bénin? Les marchandises qui ont été commandées par nos frères, est-ce que ces marchandises-là, eux, ils l'ont fait en fonction d'un certain nombre de besoins les concernant? Je ne sais pas si vous me suivez. À quel moment ces marchandises-là peuvent desservir le marché local en leur entièreté jusqu'à permettre on va dire, à réduire le gap ou à permettre toujours à atteindre le pourcentage que nous faisons en termes de recettes? Mathématiquement et logiquement, nous savons que c'est faux. Maintenant, si les gens vont être dans une dynamique forcément de justifier des chiffres parce que, bon, on veut pas tomber, parce que là, on est déjà en échec, on veut pas tomber, ça, c'est autre chose. Mais c'est aussi de la responsabilité des Béninois illuminés de comprendre que mathématiquement, c'est impossible. Donc, tous ces chiffres-là ou bien tous ces justificatifs de résilience qui vont être avancés, nous savons que c'est faux. Et si nous continuons, en fait, si les choses continuent et que l'État fonctionne normalement, nous sommes dans une période où nous allons rentrer dans les élections prochainement. Nous allons avoir peut-être une autre équipe. Si les audits sont faits de façon normale, pas l'équipe qui va suivre, si c'est pas des gens qui sont sous tutelle, nous devons avoir la capacité de trouver qu'il y a des failles à un moment donné, à ce niveau-là. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose que je veux dire, on nous dit souvent que, oui, au nom du patriotisme, etc., que le Bénin est souverain. Je suis d'accord. Et que même si le Niger décide de garder sa frontière fermée, le Bénin, en tant qu'État souverain, ne peut décider de ne pas forcément céder, en fait, aux recommandations ou en tout cas aux conditions qui sont posées par nos frères pour que les relations puissent être lancées. Et on le justifie au nom du souverainisme, en disant que notre pays est souverain. Je suis d'accord. Ça, c'est quand nous considérons que nous sommes des ennemis. Et c'est là où l'unité africaine intervient. Parce que, en fait, c'est quoi? Nous avons nos micro-États là, pris individuellement, et nous avons une situation qui est beaucoup plus globale, où vous avez des mains invisibles qui tirent les ficelles et nous nous battons ici entre nous en pensant que nous sommes en train l'autre veut montrer que oui, les États, or nous sommes que des petits États en fait dans ce monde aussi global où c'est des blocs, les autres s'organisent en blocs. Mais nous décidons en fait de nous singulariser en disant que nous sommes souverains. Et c'est là que l'unité africaine intervient en disant que, au contraire, au lieu d'adopter cette posture-là, nous devons plutôt aller dans la posture de l'unité et parler la même voix avec tous nos frères avec lesquels nous partageons la même frontière en disant que si ce n'est pas bon chez toi, c'est que ce n'est pas bon chez moi. C'est parce que nous mettons dans la posture de dire que mais si ce n'est pas bon chez l'autre, l'autre est souverain, il fait ce qu'il veut, moi aussi je fais ce que je veux. Mais c'est ça le nœud du problème en fait. Si nous restons dans la dynamique de dire que nous sommes en unité, nous considérons que le problème de l'autre, c'est mon problème et mon problème, les autres aussi doivent considérer que c'est leur problème. Il n'y a que comme ça que nous pourrions y arriver. Mais si nous restons dans la démarche de dire que nous sommes un État souverain, c'est pas parce que le Niger décide de ne plus collaborer aujourd'hui avec tel partenaire que nous décidons de collaborer avec ce partenaire parce que nous sommes souverains. C'est là que, c'est là que le calcul est faussé, en fait. Je sais pas si vous me comprenez sur ce que j'explique. Donc, les gens qui nous disent que oui, le Bénin est souverain, je suis d'accord et que nous avons le droit de prendre les décisions que nous devons prendre pour protéger notre peuple. Mais cette décision-là, que vaut cette décision-là en tant que micro-État, d'accord, qui va peser en fait dans un monde aussi global dans lequel nous sommes? Ça ne vaut rien. Et c'est là où nous appelons en fait à l'unité en disant si ça touche le Bénin, c'est que ça touche en fait le Niger, ça touche le Burkina, ça touche le Mali, ça touche le Togo, ça touche le Nigeria.
Si ça touche le Nigeria, le Burkina, ça nous touche également. Tant que nous n'allons pas être dans cette dynamique et que nous allons penser que, en fait, nous pouvons le faire de façon singulière, nous n'allons jamais y arriver. Parce que pendant que nous sommes dans cette singularité, nous jouons exactement le rôle que les autres veulent que nous jouons. Parce que eux, là, quand ils veulent parler, ils ne parlent pas en tant que France, en tant que Belgique, en tant que États-Unis. Ils parlent en tant qu'Occident, ils parlent en tant qu'Union européenne. Pendant qu'ils parlent comme ça, nous, on parle comment? En tant que Béninois, en tant que Nigérien, petit État, en tant que Mali, petit État de ces micro-États. C'est ça le nœud du problème. Donc, la proclamation de la souveraineté, d'État souverain dont nous parlons, n'a plus de sens si, en fait, les gens contre qui nous nous battons, entre guillemets, en tant qu'État, s'organisent et que nous sommes dans la division. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la problématique de fond, en fait, que les gens doivent comprendre. Sinon, c'est même pas une question de... Qu'est-ce que... moi, je dis, quel est l'intérêt du Bénin ou du Niger d'affirmer, en fait, une souveraineté leur... Moi, je pense qu'il doit y avoir une souveraineté commune. Une souveraineté, ne serait-ce que dans cette région, dans notre région ouest-africaine, là. Il devait avoir une seule voix. Et c'est là où vous avez des institutions comme la CEDEAO qui ont échoué depuis des années à le faire. Ils ont échoué parce que si c'est pour, en fait, sortir des communiqués de formalité et d'empathie parce que nous avons perdu des soldats, ils sont prêts pour ça. Mais est-ce que vous voyez, est-ce que vous les voyez prendre vraiment des décisions pratiques sur le terrain en disant nous allons faire ci, nous allons mobiliser telle force pour faire ci? Nous avons perdu nos frères la dernière fois. Où est la force de réserve dont on nous a parlé, qui était prêt à en découdre avec nos frères du Niger? De près de 1500 hommes qui étaient mobilisés. Tu as répondu plus qu'à la question de M. Jules, hein, je crois. Ils sont où? Oui, mais je termine, justement. Ils sont où? Mais on ne les voit pas, justement. Mais chacun de ces pays-là traverse des situations. On ne les voit pas. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont là, juste, en fait, pour servir des intérêts qui ne sont pas des intérêts africains, parce qu'il y a des entités dont ils dépendent financièrement. Le fonctionnement de la CEDEAO, tous les fonctionnaires qui dépendent financièrement. Vous savez à combien, en termes de budget, les fonctionnaires de la CEDEAO? On dit la main qui te donne, t'ordonne. La main qui donne, t'ordonne. Donc, vu qu'ils sont liés, ils peuvent pas prendre des décisions qui ne servent pas les intérêts des gens, en fait, qui maintiennent leur fonctionnement. Est-ce que vous les voyez? Quand nous avons perdu nos frères, vous les avez vus? À quel moment la CEDEAO a décidé de dire, bon, le Bénin, vous êtes en difficulté, vous êtes membre de la CEDEAO. Nous allons mobiliser tel homme pour pouvoir compléter votre armée, pour qu'on puisse venir en aide. Ils l'ont pas fait. Mais quelle est alors la pertinence d'être membre d'une organisation? Enfin, je suis membre d'une famille, j'ai des difficultés, okay, et les membres de cette famille-là ne peuvent même pas m'aider. Optimiste, il faut conclure, Alors? Non, merci, c'est bon. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, on va conclure là parce que on va aller dormir. Georges, est-ce que tu veux dire quelques mots encore? Puis après, bien sûr, merci beaucoup. Je rigole parce que Monsieur Jossou allait dormir au fait. Afro, quand je suis monté, il a pas fait, voilà quoi. C'est de ma faute. Je suis vraiment désolé. Et je ne sais pas encore comment ce soir serait, sinon j'ai bien envie de relayer sur live parce que j'ai encore beaucoup à dire. Je remercie Kialine, franchement, c'est toujours un plaisir de t'écouter, Kialine. Et je te connais pas, mais j'aime bien t'écouter. Afro, merci. Et mon frère Béné Dynamique, tu sais, quand tu parles des attaques qui se sont multipliées au Niger, j'aimerais bien voir, d'accord, des preuves de ces attaques-là. Parce qu'on nous a dit, si on a pris Djibo, les frères de Djibo ont éclaté de rire, ils ont envoyé des photos, ils sont montés comme ça, ils ont pris le téléphone, ils ont tourné, où sont les terroristes de Djibo, là, on n'a pas vu. Mais pourtant, les RFI et autres annonçaient que Djibo, tout le monde a fui et que c'est rien que des terreaux. Donc, bref, c'est toujours bien de vérifier ces genres d'informations. Quand les attaques se sont multipliées au Niger, c'est pas vrai, nous sommes sur une chaîne sérieuse. C'est Achifou, c'est plutôt Bénin que les attaques se multiplient. Et Kialine l'a bien dit, il y a notre Dieu, il a installé, un Français, d'accord, un trafiquant d'âmes au nord du Bénin, dans la zone du parc, justement. Son nom, c'est Bernard Lévy. Tu peux toujours aller vérifier. C'est un gars qui est passé en Haïti. Haïti, depuis 2021, n'ont plus de président. C'est la déstabilisation totale.
Ensuite, il est passé au Soudan, il est passé en Afghanistan. Bref, les pays où il y a, voilà, quoi, les trafics d'armes, les gays, c'est seulement dans ces pays, c'est Tom est passé. Le jour, j'ai appris que son, oui, Bernard Lévy, tu peux aller vérifier. C'est toujours bien de faire un tour là-bas, ou bien si tu as des frères qui vivent au nord, va vérifier avant, voilà, quoi, de venir dire les trucs là, les attaques se multiplient et tout, ce serait bien. Merci beaucoup, monsieur Jossou, pour ce live. J'aurais vraiment voulu que vous relanciez, enfin, si vous avez du temps, et on va mieux en parler. En tout cas, merci à vous. Il y a tellement à dire sur ce sujet. La fermeture des frontières au Bénin. Oui. Pardon, allez-y. Non, c'est bon. Tu peux terminer, oui. Je vous en prie. Et Kadija, ceux qui attaquent du Bénin viennent d'où? Ceux qui attaquent le Togo, on les a attrapés là-bas, là. Ils ont fui. Ceux qui ont attaqué Pendjal, des terreaux, ils ont fui, ils sont rentrés au Bénin. D'accord? On nous a envoyé des audios des terreaux, on a attrapé là-bas, on leur pose des questions des terreaux qui parlent d'Indi comme ça. Ils parlent d'Indi, ils parlent Bariba. C'est de ça il s'agit. Bref, merci beaucoup, monsieur Jossou. C'est quand vous voulez, si vous avez du temps pour le faire ce live, s'il vous plaît, partagez-le moi. C'est très intéressant. Il y a beaucoup à dire. C'est ça, j'allais dire. Le sujet est tellement vaste parce qu'on a vu qu'un petit point. C'est nécessaire qu'on l'invite demain. Allô? Non, mais s'il n'a pas le temps demain, il ne le fera pas demain. Il ne le fera pas demain. Moi, comme je fais mes lives sur. Ben, il se peut que je le fasse demain. Je verrai si je peux le faire demain parce que je peux ne pas être disponible le vendredi. Donc, demain dans la matinée, j'aurai plus de précision. Là, je peux continuer le live demain. Et puis, peut-être on aurait voulu avoir encore un peu plus nos compatriotes de l'AES sur le panel aussi pour avoir leur point de vue par rapport à la situation. Exact. Comment ils analysent ça. Je connais un frère, il est VDP, il travaille avec les IB et autres, le président du Burkina et tout ça, donc il est dans l'armée et tout, les VDP, vous le connaissez. Donc je vais lui écrire s'il est dispo, et si vous voulez aussi s'il est dispo, voilà, il passe. Si j'aurais été une heure pour ça, oui. On verra comment organiser ça pour relancer le débat. Oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur Joshua. Allez, bye bye. On n'a pas eu de la retrouver sitôt et ceux qui maîtrisent la situation géopolitique plus que nous ne faites que nous insulter, nous attaquer, nous traiter de tout. Mais c'est qu'Alain, vous savez, si Dieu est sur vous, quel que soit le temps, la vérité vienne. La vérité surgit. C'est que tout juste ce que nous sommes en train de leur dire, ils ne veulent pas comprendre. Et c'est là, moi, je dis toujours que notre foi nous a trahis à mener celui qui est là aujourd'hui comme un président de la République. Parce que c'est cette domination que nous sommes en train de fuir pour ne pas voter l'autre en son temps. Et quand, sur le plateau de la télévision nationale, ce jour, il ne fait que répéter à M. Lionel, vous ne maîtrisez pas le Bénin, vous ne connaissez pas le Bénin. Et aussitôt, on l'a cru. On s'est dit, bon, alors, voilà un monsieur qui peut venir nous sauver de la domination de ce pays occidental. Et malheureusement pour nous, on le sent, mais ils ne sont pas capables de le dire. À plus forte raison que demain matin, ils seront cherchés. On n'allait pas, on ne peut pas ramasser tout le monde. Même si demain matin je pars, je suis fier de le dire. Notre foi nous a trahis. Et moi, j'invite encore Madame Georgia à revenir encore. Ensemble, nous allons décortiquer ce phénomène qui ne cesse de nous gruger, de nous ronger. C'est que l'autre pays, la France, ne veut jamais que le Bénin soit libre. Il ne fait que créer des incidents pour empêcher la relation entre la France et les autres pays pour que la paix puisse c'est que nous sommes fatigués. Oh, ok. Donc, merci beaucoup, monsieur Léonce. Merci, monsieur Kialine, Bénin Dynamique. Merci beaucoup de prendre le temps. Il y a ceux qui sont passés un temps sur le panel qui sont descendus aussi. Oui, merci à tout le monde. Ah, ok. Oui, vous pouvez dire quelques mots rapides. Hein, oui. Oui, désolé, j'ai même presque... Non, mais je voudrais dire que si... Je ne sais pas, parfois, je reste toujours vraiment perplexe. Hein. Je vais vous remercier. Merci beaucoup. Une fois de plus, je dis bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel.
Nous sommes des êtres humains et je pense que il faut qu'on garde espoir qu'on peut réussir à convaincre notre interlocuteur un jour ou l'autre du bien fondé de notre pensée. Parfois, je me mets dans un état d'esprit où je me dis peut-être que les propos que tient l'autre ou bien la position que tient l'autre, elle la tient de bonne foi. Mais parfois, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'on peigne tout en noir et ou qu'on dise qu'il y a plus d'attaques au Bénin ou que les attaques se multiplient plus au Bénin qu'au Niger. Je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand je dis que les attaques se multiplient au Niger, c'était pas pour parler de l'échec forcément de quelqu'un. Ce sont des réalités. Et après, on parle de sources. Bon, les sources, je vois des gens qui sont plus à même de prendre des sources qui viennent des réseaux sociaux, bien des groupes terreau, plus que ceux qui viennent du gouvernement, ou bien de dire que les sources qui viennent des médias qui ont déjà fait les preuves ne sont pas bonnes. Mais vous voyez que on aura du mal à avancer dans le débat, puisque si on débat des sources, on ne peut même plus justifier ou débattre. Mais ce qui est sûr, il y a aussi les propos que tiennent les autorités. Donc, si on passe uniquement sur la base des propos que tiennent les autorités du Niger, les attaques se sont multipliées. Donc, je pense que peut-être qu'un jour, on va faire une cartographie des sources que nous considérons valides d'un côté comme de l'autre, et peut-être on pourra faire des études et se baser là-dessus. Maintenant, quand on dit qu'on abriterait des trafiquants d'armes, je n'arrive même pas à comprendre que ferait un trafiquant d'armes assis au Bénin, au nord du Bénin. Est-ce qu'un trafiquant d'armes a besoin de venir au Bénin avant même de vendre ou de commercer des armes? Donc parfois j'entends des propos, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il faudrait aussi, comme si vous êtes, je ne sais pas quelle est votre position, ou enfin sur votre média, qu'ils apportent peut-être les preuves de ces propos-là, qu'ils les étayent. Peut-être qu'un autre panel ou bien un autre live, un autre live permettrait d'expliquer cela. Sinon, je ne comprends pas. Je reste vraiment perplexe par rapport à ces propos-là. Donc, je veux encore réaffirmer, je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier certains propos que j'entends ou la version, mais vous savez, le bonheur de notre pays ou bien d'un système démocratique, c'est que les dirigeants partent, les dirigeants sont changés. Donc, peut-être que le président de la République représente un fétiche ou bien un totem qui centralise autant d'aversion qui justifierait que un certain nombre de nos concitoyens agissent contre l'intérêt de leur pays ou bien sont prêts à dire tout et n'importe quoi contre le pays. Mais par la grâce de Dieu, le président va partir et peut-être que les choses vont s'améliorer dans leur cœur ou dans leur pensée par rapport au prochain régime, par rapport au pays. Donc, je nous souhaite du bien à nous tous, que Dieu nous bénisse et que Dieu